les couleurs, c'est le rendez-vous de la découverte, de surprises, de témoignages, de parcours aussi divers les uns que les autres. C'est une invitation pour pallier au manque d'exposition de passionnantes plumes en tout genre. Lire de toutes les couleurs, c'est une fenêtre ouverte sur l'échange de ma passion du livre avec toi, lui, elle. Nous y échangerons avec un ou plusieurs invités, des autrices, des auteurs et aussi des professionnels de la chaîne du livre. Je t'invite à suivre ma nouvelle émission hebdomadaire. Il m'est doux de retrouver Claudia Tavares dans ce si beau lieu de la librairie Calypso. Plaisir partagé. J'adore ton soleil, j'adore ta manière d'interviewer, et puis ça tombe bien. Et on va parler donc de ton ouvrage, L'exclu, où tu ne tueras point, sauf si. Voilà. La possibilité de si, ça concerne la plupart de, je crois que tous les êtres humains. Ouais. Parce qu'on peut, le si, ça reste une possibilité de. Est-ce qu'on peut tout accepter dans la vie, même sa propre mort, en se disant, en abandonnant sa vie comme ça? Donc à un moment donné, oui, si on est contre le mur, si on est menacé, ben, si on a le courage de le faire, eh ben, il faut le faire, je pense, parce que c'est notre vie. Oui, alors toi tu parles là comme ça, on a l'impression que tu parles de ton seul livre là, comme c'est qui vient de sortir et tout, mais c'est déjà combien d'ouvrages? Alors c'est le premier, c'était celui-là, oui, mais qui faisait 1500 pages, oui, et que nous avons publié la première version en 87 chez Regina de Forge, et qu'on avait changé de nom, que c'était, au départ c'est l'enfant de personne. Je racontais l'histoire de cet enfant que j'étais, cet enfant avec un passé, une enfance inexistante. Et je voulais lutter aussi, c'était mon cri, le premier cri contre la pédophilie, la prostitution enfantine, l'esclavage des enfants sexuels qu'on existe un petit peu partout, au Maroc, au Brésil, en Amazonie. Et c'était ça, et surtout contre la prostitution des adolescents, c'est ça. Mais il y a, comme on dit dans ta présentation, l'écrivain Julien Green dit « La vie est un roman qui a besoin d'être réécrit. Moi, j'ai envie de dire que ta personnalité, mais pas seulement en fait, ta façon d'écrire adhère complètement à cette citation. Alors, cette citation, il l'a fait. Que tu utilises. Il l'a fait, et la plupart quand on connaît la littérature française, anglo-saxon, américaine, etc., même brésilienne, les auteurs, ils ont tendance à écrire quelque chose au départ dans un premier jet, et puis la vie passe. Et puis il y a une réflexion. Et puis, et toutes ces réflexions-là prennent du temps, ça peut prendre 5 ans, 10 ans, moi ça m'a eu plus de 30 ans. Puisque je vais avoir 62, j'ai 61, je vais avoir 62, on dit que là, j'en dis pas, mais si, j'ai aucun problème là-dessus. Et plus le premier livre, La femme inachevée, c'était un livre qui m'est resté à travers la gorge, dans le cerveau, presque, où j'avais une espèce de répugnance pour ce livre, puisque ce n'était pas moi qui l'avais écrit. J'avais un manuscrit. Il y a eu ce qu'on appelle porte-plume, avant des énigmes, maintenant non, on s'en fiche nous, et qui s'appelle Yves Josso, et qui va à la demande du fils de région de Forge, Frank Splanger, qui avait les éditions blanches, juste que des trucs sexuels, sensuels, sexuels, un peu de la pornographie presque aussi, et avec ça, et lui il va changer complètement la portée du livre que je voulais donner. D'accord. On va mettre que j'aime le sexe. Voilà, c'est-à-dire que tu lui racontes ton histoire. Non, il y a un livre, il y a 1500 pages. Oui. Écrites en prison, justement. Oui. Et quand j'amène ces 1500 pages, voilà. Je voudrais qu'on revienne un petit peu, justement. Tout à l'heure, tu nous parles du Brésil. Il faut rappeler que tu es franco-brésilienne. Je suis franco-brésilienne. Je suis née au Brésil, d'origine italienne, d'origine espagnole, d'origine portugaise et surtout que j'ai appris française. Donc je suis un mélange, je suis un cocktail. C'est par la suite, en fait, finalement, durant ta vie, le chemin de ta vie, tu découvres tout le temps. Voilà, que tu es française. Et que je suis d'origine française. Et j'ai 29%, 99% d'ADN français, plus qu'au Brésil en plus. Et ça, tu le découvres, tu as quel âge? Ah bah en 2004, 2004, avant d'ouvrir le Corcovado. Oui.
Oui, c'est là où je découvre mon père aussi. C'est en découvrant qui était mon père que je vais refaire des recherches. Et puis, quand je dis je fais des recherches, c'est même pas vrai. J'ai juste tombé sur l'arbre généalogique de la famille. Donc, par rapport à mon père, qui s'appelait De Albuquerque. La petite particule, ça fait énorme, mais moi je m'en fiche vraiment parce que... Alors Corcovado, c'est ton restaurant, c'est ce que tu es aujourd'hui. Ou encore oui, tu n'es plus à Paris. Je suis à Nice. Voilà, tu es à Nice. Et aujourd'hui, ta vie, tu continues à la partager entre donc, la restauration et l'écriture. Et l'apprentissage, parce que la vie c'est un apprentissage. Oui, bien sûr. Je dors avec Nietzsche le soir, à 4h du matin je me réveille avec Kant, à 7h du matin je reprends le flambeau avec Spinoza. Donc toute ma vie est faite entre la cuisine, le restaurant, les courses, le mari, la pensée, c'est-à-dire la lecture, parce que la lecture c'est ça qui nous permet justement de condenser notre propre pensée. Et tu me disais tout à l'heure que tu étais en train de lire Césaire. En ce moment, je découvre, je suis nègre, je le restaurerai, je trouve ça génial, c'est puissant. Eh bien, quand tu me dis que tu lis Césaire, ça me rapporte à un moment de ton ouvrage, on va justement venir en parler, où tu es en prison, et on dira un peu pourquoi, mais sans dévoiler l'ouvrage quand même, l'exclu, où tu as des rapports un peu costaud en prison, puisque tu te retrouves en prison, avec une antillaise. Oui. Enfin, tu te bats même. Oui. Hein, je faisais un entier. Faut pas, on va pas tout dévoiler, mais c'est quelqu'un qui faisait 1m80, ceux qui avaient tué. D'ailleurs, c'était un assassin qui avait tué, je crois, pour 200 € ou quelque chose comme ça. C'était épouvantable. Et cette personne va me défier à cause d'une place dans la séance de ciné qu'on avait une fois par semaine. Oui. Et ton livre, L'exclu, justement, nous ramène à un... Tu nous parles un peu de tout. Tu nous parles de la vie belle. Tu nous parles de la vie dure, de la vie difficile, de la vie débrouillarde. On doit se débrouiller pour gagner des choses. Quand on est seul. Pour gagner sa vie, mais aussi pour gagner sa liberté. Bien sûr. Surtout la liberté. Oui, à la lecture de L'exclu, avec cette première de couvre qui est forte, qui est puissante, où un homme a un fouet. Oui. Et je voulais, contrairement à l'autre couverture, puisque j'ai beaucoup réfléchi là-dessus, on est en plein, non, ça a toujours existé, le féminicide, on dit le féminicide, mais j'ai dit morte sur les femmes, assassinat des femmes, puisque nous est beaucoup plus fort. J'estime simplement qu'on a inventé le féminicide, on dirait que c'est plus doux. Non, mais quand on a 5 ans, 5 ans et demi, qu'on traverse le chemin de l'école et que vous trouvez une femme nue, déshabillée, nue, lardée de coups de couteau, on se pose des questions. Ça, c'est ton histoire. Voilà. C'est là où je découvre cette violence extraordinaire et c'est là où je me pose des questions sur justement qu'est-ce que c'est d'être un homme. C'est ça. Et là, à cette époque, quand tu fais cette découverte, mes souvenirs sont un peu vagues, mais tu avais quel âge? C'est le meurtre, j'avais 5 ans et demi, 6 ans. C'est ça. Chemin de l'école. Je me rappellerai toute ma vie. Et là, tu commences à je réfléchis, Oui, et aussi, tu touches un peu, petit à petit, le monde de la violence. J'ai déjà un beau-père qui n'est pas tellement sympathique à la maison. C'est un beau-père, hein? C'est un beau-père que... Instinctivement, je sais que ce n'est pas mon père. J'ai des vagues souvenirs quand j'avais 1 an. Il n'était pas là. Il arrive après. Après, ma mère a eu un enfant de lui, un 2e, 3e, 4e, 5e. Donc, j'étais... Les enfants dont tu t'occupes, finalement. Que je m'occupe. Donc, je suis en fin de compte la mère des substitutions, ce qu'on appelle le quotidien. Donc, se lever à 4h30, 5h du matin, on n'a pas de gaz à la maison, c'est un petit village au Brésil, on n'a pas de gaz, il n'y a rien. On n'a même pas de couche-culotte. Donc, couche-culotte, c'est qu'on avait avant, je ne sais pas si tu te rappelles de ça, un carré de coton, et on se coupait dans les toilettes, et puis on lavait à la main. Donc, c'est ça, mon quotidien, ça a été ça. Or, quand on a 8 ans, et qu'on a besoin de découvrir le monde par le jeu, par
Par les livres, par tout. Moi je ne sais pas qu'est-ce que c'est moi. J'étais au foyer, j'étais à la maison, mère de substitut, parce que ma mère elle a accouché, mais c'est nous qui nous occupions des enfants. Dis-nous le titre de ton ouvrage où tu parles de tout ça. La volonté d'exister. Voilà. C'est la suite de celui-là. Exclu, c'est une réédition, revue. Alors, non, je dirais même que c'est presque un livre entier, parce que je vais le réécrire avec la sagesse, avec mon regard allez, entre guillemets, sociologue, un petit peu philosophe, un petit peu psychanalyste, un petit peu athée, un petit peu tout, quoi. Donc c'est ce personnage qui est en moi qui va essayer de réfléchir à la manière comment je vais décrire cette histoire sans choquer. Je vais m'auto-censurer, parce qu'il y a des scènes qui étaient beaucoup plus crues dans le premier, donc je n'ai pas voulu le faire. Donc ça veut dire que tu as réécrit Exclu. J'ai réécrit ce livre, je ne sais pas combien de fois d'ailleurs. Le premier j'ai envoyé à la Maison des Sens et j'ai revenu. Par rapport à la première édition, tu l'as réécrit. J'ai réécrit complètement. Et c'est pour ça que je n'ai pas voulu donner le même titre, La femme inachevée, parce que ça ne me regardait pas, ça ne me concernait pas. L'exclu. Est-ce qu'on retrouve La femme inachevée en vente? Pas du tout. La femme inachevée, je pense qu'il y a encore quelques résidus dans Amazon. Donc maintenant, l'exclu, c'est... L'exclu remplace La femme inachevée, qui a eu quand même beaucoup de succès. Faut pas oublier, j'ai eu les honneurs de toute la presse, sauf de Bernard Pivot, qui à ce jour-là a préféré inviter Maznev à ma place. À ta place. Voilà, parce que Maznev parlait de la pédophilie, faisait l'éloge de la pédophilie. Moi, j'ai arrivé en faisant le contraire de ce que faisait Maznev. Mais tout le gratin français était là, machin, il fallait... voilà. Alors, ton surnom, je racontais aussi mon arrivée à Paris et pourquoi les journalistes m'avaient surnommé l'assassin de la reine de Pigalle. Ouais. Elisa. Elisa. Elisa, donc, qui se considérait comme la reine de Pigalle et qui était aussi considérée par les autres comme la reine de Pigalle. Oui, alors, c'est pas elle qui a donné son nom. Elisa, moi quand je suis arrivé en France, tout ça, je pensais que la France n'était pas pareille que le Brésil par rapport à la corruption. D'accord. Donc je vais tomber dans un truc système de corruption. J'ai grandi dans un milieu d'avocats, de maires, policiers, je sais qu'est-ce que c'est tout ça. Et quand j'arrive à Paris, je me dis, enfin c'est différent. On rappelle l'âge quand même. Ah oui, 16 ans et demi. 16 ans et demi. Avec un âge qui faisait qu'au lieu d'avoir 16 ans et demi sur mes papiers, j'avais 20 ans et 6 mois. Oui, t'as triché. Donc pour pouvoir partir, parce que c'était l'époque de la dictature, on ne partait pas comme ça. L'époque de la dictature, et puis toi, tu devais partir aussi parce que tu avais... comment ça s'appelle J'ai lutté pour ma liberté depuis l'âge de 14 ans. Je crois que j'ai toujours lutté pour ma liberté. Déjà avec ma mère, j'ai lutté pour ma liberté. Avec mon beau-père, j'ai lutté pour ma liberté d'être, ce que je suis aujourd'hui, ma manière de penser, réfléchir. Je pense qu'on ne devient pas quelqu'un, on l'est déjà. Quelque chose que j'ai toujours lutté, c'était contre la violence déjà faite aux autres. Il y a un épisode, parce qu'on va aborder, et je vais l'anticiper, c'est la violence, parce qu'on parle de violence, et violence, c'est quelque chose d'épouvantable, ça. Mais d'autant plus quand les autres vous font subir cette violence, que vous évitez cette violence. Et d'ailleurs, le titre, l'exclu, non, mais rien que la tu ne tueras point, ceci, c'est juste pour dire que des fois, on est tellement harcelé, on est tellement mis contre le pied du mur que la seule issue, c'est se défendre. Je ne dis pas dire de tuer, mais se défendre. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai commis, entre guillemets, un moment, c'est pas un meurtre, je me suis juste défendu. Et je pense que si je pouvais... Et donc, du coup, cette personne est morte. Oui, bien sûr. Et même avant d'arriver à la prison, je vais poser la question si elle était vraiment, parce que sinon je l'aurais zigouillé après. Il faut se mettre dans le contexte de l'époque. Bien sûr, bien sûr. C'est quelqu'un qui est là, quelqu'un qui connaît tout le monde, quelqu'un qui a de la drogue, voilà, la baronne de la drogue, Émilie Pérez, voilà. Vous savez, Émilie Pérez. D'ailleurs, qu'est-ce que le pouvoir dans le pouvoir? Le pouvoir dans le pouvoir, c'est quand les gangsters s'accaparent les ministères, en quelque sorte, et qui, grâce à ceux qui sont au pouvoir, comme les ministres de l'Intérieur, machin, les préfets de police, etc., c'est-à-dire, c'est un pouvoir partagé avec nos pouvoirs.
Et c'est ça qui était Elisa. C'est un pouvoir, oui, c'est ça. C'est ça, Elisa. Elisa avait le pouvoir, parce qu'elle avait le pouvoir d'expulser qui elle voulait. Oui. Et elle avait le pouvoir, comme elle le disait, mais si elle a envie de te faire disparaître, elle a te fait disparaître. Mais Elisa venait du Brésil comme toi. Pareil, mais de Rio de Janeiro. Voilà. Ouais, sauf qu'elle ne savait pas qui j'étais. Oui, mais Elisa n'est pas une femme. Non, Elisa c'était un transgenre. Oui. Ouais, voilà. C'est quelqu'un. Alors, aujourd'hui on parle de transgenre, mais j'aimerais bien qu'on arrête avec ces noms à la con. Voilà, j'ai bien que tu nous dises. Il faut qu'on arrête avec transgenre, machin, binaire. D'ailleurs, tu nous sors un mot à un moment donné, je ne sais plus si je l'ai noté, homo, transgenre, je ne sais pas trop quoi là. J'ai dit, tu nous interroges sur un mot, un nom. Justement, homo, trave, trans, c'est un truc comme ça. Oui. Parce qu'on commence par l'homosexualité. Oui. Et puis après, je dis à 60 ans, le fait d'être homosexualité, c'était un péché, etc. Tout le monde était en jeté de la pierre, on tuait, surtout au Brésil aussi, dans d'autres pays, la Guadeloupe, l'Afrique, voilà. Donc tout ce pays-là, parce qu'il y a une religion qui dit un homme ne doit pas aimer un autre homme. Ça c'est marqué dans la Bible, c'est pas moi qui invente. Donc à partir de ce moment-là, les gens qui vont à l'église, qui vont à l'évangile, tout ça, ils ont cette connotation que l'homosexualité est quelque chose qui doit être banni, puni, et disparaître de la surface. C'est impossible. Parce que nous ne sommes que des animaux, en fin de compte. Même si on dit que nous avons un âme, mon chat, je pense qu'il a un âme. Comment pourrait remplacer transgenre? Oh, mais je pense que simplement, il faut arrêter Simplement d'arrêter de le dire. Oui, mais je pense qu'il faut arrêter ça. Trans. Alors, transport, transhumance, je ne sais pas quoi, non. On est né d'une manière, puis le sentiment d'appartenir à un autre sexe ne suffit pas pour être une femme. C'est ça que je dis à tout le monde. Et d'ailleurs, j'explique bien ce livre, je ne suis pas une femme ni un homme, je suis un cerveau sur pattes. Oui. Voilà. J'ai une apparence de quoi? Vous voyez comment? De femme. Depuis toujours, j'étais comme ça. Sauf que je suis né avec le syndrome de Schwartz. C'est-à-dire qu'on peut avoir un chromosome Y et puis un autre chromosome. C'est-à-dire que, je l'ai dit d'ailleurs, bien expliqué, voilà. On a l'homosexualité, après nous avons ce qu'on appelle le corps qui va grandir d'une autre manière, c'est-à-dire vous pouvez avoir le XY et en même temps, votre physique n'est pas masculin. Votre barbe ne pousse pas. Vous n'allez pas parler comme ça. Moi, je force pas ma voix. Ma voix, elle est exactement, elle représente exactement ce que je suis. Alors, non, il ne va pas parler comme... Non, surtout pas. Ce qui fait mon caractère, ma personnalité, c'est le timbre de ma voix. Mais tu n'es pas homosexuel. Je ne suis pas homosexuel, je ne suis pas travesti, je ne suis pas transsexuel parce que je n'ai trans, rien du tout. J'ai grandi dans une conviction non d'être une femme, ni d'être un homme. C'est mon propre physique, vers 13-14 ans, qui va définir. Mon propre corps va se mettre en accord avec mon cerveau, et qui va observer qu'est-ce que c'est un homme, qu'est-ce que c'est être une femme. Si être un homme, c'est d'avoir une paire de testicules, c'est d'avoir un pénis, encore faut-il que ce pénis soit utilisable. Ce pénis peut être un homme, il faut qu'il donne du plaisir à un homme, à une femme, etc. Si être un homme peut être un homme, il faut avoir aussi des testicules qui fonctionnent bien, qu'il y ait des spermatozoïdes, qu'il y ait la reproduction, c'est ça. Et puis après, vous avez le physique. Vous avez le physique, c'est-à-dire la barbe, la pomme d'Adam, les oreilles, les paloches, les pieds, tout. Vous avez un bassin qui est différent, vous avez un corps qui est différent. Quand vous êtes un homme, vous n'avez pas ce corps-là. Quand vous êtes biologiquement un homme, c'est pas je disais toujours, c'est pas le X, c'est Y qui fait de vous. Et quand quelqu'un d'autre a parlé, c'était Elisabeth Badinter, XY, un fameux livre. Et puis Simone de Beauvoir disait, on n'est pas femme, on devient. Et mais je pense que on devient, on est une femme. Mais on peut aussi devenir une femme. Et être une femme, c'est pas uniquement accoucher, c'est pas uniquement avoir des ovaires, et c'est pas non plus avoir un physique, parce que vous savez, le type de bonhomme qui a un physique super de femme, et qui porte 21 cm entre les jambes, qui ne volent absolument pas, sont débarrassés, et même moi, je perds mon vocabulaire, parce que je me dis, comment
quelle est l'étiquette, et je hais les étiquettes, comment on peut appeler ce genre de personnages qui sont bien dans leur peau, avec un physique des fois fabriqué, c'est vrai. Il y a quand même, vous avez le physique qu'on appelait les androgynes avant. Au départ de mon enfance, je me suis catalogué comme androgyne, hermaphrodite, je ne sais pas quoi, et jusqu'à ce vraiment que j'arrive à la science. C'est toi qui t'es catalogué comme ça ou c'est les autres? Non, moi-même. Personne ne me cataloguait, j'étais une gamine. D'accord, ok. Mais à l'intérieur de moi, je suis honnête. Je ne peux pas prêcher, en tant que philosophe, je ne peux pas prêcher la vérité et raconter des conneries. Donc à partir de ce moment-là, je crois que c'est la première fois qu'on aborde ça, je ne peux pas dire... oui, je suis une femme, je suis née une femme. Non, je suis née telle que je suis. Je ne suis pas transsexuel, je ne suis pas androgyne, je ne suis pas trans, machin, rien. J'ai grandi en adéquation et conforme. Mon corps a poussé, ma volonté. Et ma volonté, ça est que bon, sexuellement, c'est les hommes, ce ne sont pas les femmes. J'ai essayé tout, hein. Ne vous inquiétez pas. T'inquiète pas, j'ai tout essayé pour savoir où j'étais. À l'âge de 13 ans, 14 ans, je suis allé tâtonner pour savoir. Non, ma préférence, c'est l'homme, donc je me considère comme hétérosexuel. Je suis avec ce problème vaginal qui n'était pas formé et non plus sexe masculin, qui n'en était pas. Et non plus testicules, il n'y en avait pas. Donc c'est ça que je dis, pour être un homme, il faut des testicules, il faut un pénis, il faut tout l'appareil génital pour ça. Donc ma manière d'expliquer les choses, je suis né, il y a eu un problème dans le ventre de ma mère, on ne sait pas pourquoi. À partir de la 3e semaine de gestation, c'est scientifique, on peut le chercher, on a les deux sexes. On a les testicules qui vont remonter pour devenir des ovaires, et le clitoris va devenir un pénis, va remonter pour faire un vagin. Nous avons tout ça, et puis après, c'est les hormones qui vont décider. Est-ce que ma mère, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, c'est que cette caractéristique masculine, elle s'est arrêtée déjà dans le ventre de ma mère. Tant que quand je suis né, ma mère ne savait pas si j'étais un garçon ou si j'étais une fille. Donc ils ont nommé la chose. Voilà. Et je n'avais sorti un livre là-dessus, dont ma mère m'appelait la chose, que j'ai laissé tomber parce que la chose c'était fort et je n'avais pas envie de donner suite à ce livre, d'autant plus que c'est quelqu'un d'autre, encore une fois je me fais avoir parce que c'est quelqu'un d'autre qui a voulu regrouper 2 livres pour faire un seul, et puis un de poignant, on va le dire tel qu'elle est. Mais là maintenant tu as ta vie en main. J'ai pris ma vie en main très jeune, très jeune. À partir du moment que mon corps, je ne savais pas en petite quel serait mon chemin. Donc je dis, est-ce que tout de suite on sait qu'on n'est pas un homme. Mais j'ai un souvenir de lecture. Il me semble que tu te sauves un peu du Brésil. Oui. Je quitte la maison de parents à l'âge de 12 ans et demi, parce que dans notre village, ça s'appelle le mâche et la femelle. C'était un mec qui faisait 1m85, qui avait des poils, c'était un rhumain, quoi. Et que la mère, comme on n'a pas vu le pénis à la naissance, elle pensait que c'était un homme, une femme. Sauf qu'il a grandi avec des poils, machin. Et les enfants jetaient de la pierre. Ça c'était dans ton village. C'est dans mon petit village. Et donc, moi je me disais que, quel sera mon destin? Est-ce que ça va être pareil que ça? Eh bien, je ne veux pas de ça. Donc, je vais fuir la maison. C'est ce que tu et on verra bien. Et j'ai grandi, j'ai laissé faire la nature. La nature m'a bien faite, m'a donné la possibilité d'avoir un caractère masculin des fois pour pouvoir me défendre. Et d'être très jolie. Et un caractère d'une femme. Et puis une belle apparence de femme. Normal, je ne sais pas. C'est une belle apparence de femme. Et par contre, on revient à l'exclu. Alors ça, c'était dans tes autres écrits. Mais par contre, dans l'exclu, là, on atteint vraiment le moment où tu es en prison. Parce qu'on rappelle quand même que tu fais... Tu es condamné à 7 ans. On demande 10 ans de prison. D'abord, on me dit que j'aurai la tête coupée. Elle était géniale, cette procureure de la République. Je me rappellerai toujours ta tête. Et elle m'a demandé si je regrettais. Et dès qu'on arrive au dépôt, moi je la regarde, je me dis, mais pourquoi voulez-vous que je regrette? Et là, elle me fait, j'espère que vous aurez la tête coupée. Et elle me dit, je souhaite la peine de mort, carrément. Et là, la peine de mort est changée.
Après, j'ai été condamné à 10 ans, enfin, on a demandé 10 ans parce qu'il y avait circonstances atténuantes, parce qu'il y avait l'enfance, parce qu'il y avait ici. Enfin, si on revenait à un procès aujourd'hui, je pense que je pourrais être acquitté. Vraiment, parce qu'il y avait toutes les preuves que j'avais porté plainte, il y avait les cassettes, il y avait les policiers qui sont venus me protéger à la maison, il y avait toutes des choses comme ça, et j'avais pas fait exprès. Hein. Dans l'exclu, il faut qu'on tienne la route, parce qu'il y a différents personnages. Bien sûr. Hein, énormément. Et puis il y a tous ces hommes, Christophe, Jean-Claude, Bernard, Serge. Ah, Bernard, c'était ma tentation. Oui. Ouais, Bernard, Serge, et puis Fred. Fred, je connaissais avant de rentrer en prison. Oui. Bernard, non, Fred, c'est le premier que je rencontre en France. Le 4 juillet, on jouait le flipper à l'époque, et j'ai aussi tombé amoureuse de ses jambes. Et puis après, quelqu'un et puis c'est lui d'ailleurs qui va me procurer le fusil. Hein. Oui. Aujourd'hui, je serais c'est pour ça que je dis le nom de Fred, parce que oui, Frédéric, oui. Il a un rôle primordial d'ailleurs. Il me protège, mais en même temps, il me pousse aux mortes. Bien sûr. Parce que, encore aujourd'hui, si on dit si, hein, il y a comme disait Hobbes, il y a cause et effet. Et si Fred, je pense que si Fred ne m'avait pas apporté tout cet arsenal que j'avais avec moi, je pense que non, je n'aurais tué personne. Non, vraiment pas. Même si ça bouillonnait en moi. Mais je n'aurais pas fait. Ouais. Comme des fois, ça peut nous arriver. Bien sûr. Mais on dit souvent que la main meurtrière n'est pas vraiment celle qui veut tuer. Hein. Et armée pas quelqu'un d'autre. Voilà. Toujours. Et c'est Fred, c'était ça. Et il me tourna le dos, je le vis s'en aller, et je commençais déjà à regretter ce que je venais de faire. Serge trouva ça mignon, puis se mit à rire. Bernard voulut me gifler, mais la présence de Jean-Claude et celle de Christophe lui firent changer d'avis. Là, c'est une scène où tu regroupes un peu, un peu tes hommes. En fin de compte, c'est une espèce de petite vengeance que j'ai eue contre Fred, parce que Fred m'avait menti. J'étais folle amoureuse de Fred. Oui, on comprend. Mais vraiment folle amoureuse. Et puis là, avec ce côté ingénu, avec cette mentalité encore brésilienne, possessive, jalouse, etc. Il m'a fallu des années pour étudier la question. Et c'est vrai que le mensonge, je n'ai jamais accepté le mensonge. Depuis toute petite, je lutte contre le mensonge. Et Fred, il va me promettre l'amour, il est amoureux, il m'adore. Mais tant pis, au bout d'un an, c'est le mec parfait, quoi. Sauf qu'un jour, je découvre une lettre dans sa poche, d'une lettre qui s'appelait Patricia à l'époque, et disant, chérie, tu me manques, machin, etc. J'ai hâte que tu reviennes hier. Et là, je pète un plomb, je lui fais quitter la maison à poil. On habitait rue Sauffoy, en face métro Brochon, 17e arrondissement. 3 heures de l'après-midi, je dis, tu dégages. J'étais tellement en colère. Furieuse. On dirait une scène de film. Je jette ses affaires par la fenêtre. Je dis, je ne veux plus jamais te voir. Et là, il claque la porte, et il s'en va, après on se téléphone, il patati, patata. Mais c'est quelque chose qui est dans ton tempérament, tu n'aimes pas la trahison. Non, je déteste la trahison. Il faut faire avec, des fois. Parce que tout le monde n'est pas honnête. Tout le monde ne veut pas de bien, et tout le monde ne veut pas non plus le mal. Il ne faut pas non plus voir le mal partout. Mais je crois que quand on donne sa confiance à quelqu'un, c'est sacré pour moi, ça. Pourtant, quand je parle du sacré, il n'y a aucune connotation religieuse. C'est l'honneur avant tout. L'honneur pour moi, c'est quelque chose d'extraordinaire. Je te donne la parole sur quelque chose, et puis quelques temps après, je vais te trahir cette parole. Fred, il me trahit. Oui, il te trahit. Et je me venge. Et puis, à l'époque, les hommes, ils ont quand même une espèce de choses envers toi, tout en étant, on a l'impression, passionné. Et il y a cette violence aussi de punir la femme. De voir un peu comment on peut dire on est à l'époque, les femmes s'y font encore tabasser, ils ferment leur bouche. D'accord. Et même moi, j'ai vu ça chez moi, et j'ai vu ma mère aussi qui réagissait. Et voilà. Et si on est en prison, on parle de violence, et cette violence que font les hommes aux femmes depuis toujours, je l'ai vu chez moi. Et d'ailleurs, je quitte la maison aussi, il y a un épisode où je prends un couteau. Quand j'ai 12 ans, quelque chose comme ça, et je mets entre les cuisses de mon beau-père, et je lui dis, si tu tabasses encore ma mère,
jeter de tripes, et je pense que je l'aurais fait, parce que ma mère avait déjà perdu d'enfants avec des coups de pied au ventre. J'ai dû prendre le bébé par la tête, c'était un pas, mais il était déjà mort. C'était mon beau-père, ça. Et ma mère ne pouvait pas se défendre parce qu'elle était enceinte. Donc quand on voit ça, on ne peut pas admettre, on ne peut pas accepter qu'un homme face à n'importe quelle femme. Donc, à cette époque-là, je suis dans une époque où j'ai conscience de la violence qui est faite aux femmes, je lutte contre cette violence, et le côté masculin que j'ai, je pense qu'à toujours faire face à des hommes. Dès que je sens qu'ils sont violents, je vais le contrer. Je dis voilà, je suis autant possible que toi, tu foutes maman dans la gueule. Et c'est ça. Et encore aussi dans ton ouvrage, tu nous mets plusieurs points, parce que tu mets aussi un point sur la façon d'agir de la justice. La justice qui en fait veut parler de ta maman qui est morte, et que ça t'énerve, mais en même temps... Pendant le procès. Oui, pendant le procès. Et à un moment donné, tu dis... la phrase la culotte, exacte, tu dis... ils vont pas aller au Brésil vérifier quoi que ce soit. Ils disent juste ce que toi tu as... Oui, j'aurais pas raconté n'importe quoi. Voilà, ils se réfèrent à ce que toi tu as dit, et du coup ils prennent ça comme... Ma très chère, il y a quelque chose qui est déplorable dans notre justice. Mon père était avocat, député, mon grand-père était maire, donc je suis issu, j'apprends par la suite, quelque chose que j'ai en moi déjà. Ces sentiments de justice et d'injustice. Donc c'est-à-dire, cette justice, notre justice française, un jour il faut qu'elle la change pour la simple raison, c'est que on va se fier d'un côté à ce que va dire deux psychanalystes, deux psychologues, qui va aller en prison, qui va vous faire parler, on ne sait d'ailleurs même pas pourquoi il parle. Il va poser des questions des fois plus sexuelles, alors comme si on était, moi j'étais pas délinquant sexuel, moi, je venais de défendre, je dis toujours, pas tuer, mais défendre ma vie. Oui, c'est ça. Pour me défendre, je suis obligé de faire quelque chose. Un animal, quand il ne veut pas se faire bouffer, qu'est-ce qu'il fait? Il se défend, il bouffe l'autre. Nous sommes dans un règne animal, humain, pareil, et c'est dans la justice, c'est la même chose. Donc on va nommer deux psychologues que je n'ai jamais rencontrés, que je n'ai jamais vus, qui vont me poser des questions pendant une demi-heure, qui vont me faire un rapport de 30 pages. Elle est comme ça, elle est féminine, mais il y a encore le rapport, un jour je mettrai sur internet. Très féminine, le maquillage est parfait, je n'étais même pas maquillée. Il n'y avait pas de maquillage en prison à cette époque, il n'y avait rien du tout. Ça, tout. La chevelure, elle va parler de mon corps, vraiment. Ce corps qui provoque des désirs. J'ai des seins, j'ai une cambrure, j'ai un corps qui a toujours suscité le désir des hommes. Oui, et donc on retrouve ces points-là que tu nous dénonces un petit peu. Oui, et je pense qu'il faut le faire. Alors, j'ai eu de la chance, entre guillemets, dans mon malheur, j'ai eu de la chance d'être une prison d'hommes. Et c'est pendant ces 7 ans que je vais observer ce qui se passe en prison, et je vais tout dire la gente masculine. Et d'ailleurs, je rencontre tout le monde, toutes sortes de gens. C'est fou qu'ils te mettent dans une prison. C'est ça aussi qui... Ils ne pouvaient pas faire autrement. Voilà. Ils ne pouvaient pas faire autrement. J'avais des documents qui étaient marqués sexe masculin. Après, je suis passé par une expertise médicale qui me dit physiquement, elle est une femme. Et c'est comme ça qu'il y a quand même un conflit. C'est-à-dire, on ne pouvait pas me mettre dans une prison de femme parce que mes papiers étaient masculins. Et on ne peut pas me mettre dans une prison d'homme avec les autres parce que mon physique l'empêchait. Tant que je suis resté isolé pendant toute mon incarcération. C'est ça. Vraiment isolé dans une prison d'homme. C'est aussi pour ça que je souhaitais, hormis le fait que j'adore ton écriture et puis tout ce que tu nous racontes, et que j'ai aussi encore envie d'en savoir, et je sais que tu ne vas pas t'arrêter là d'écrire. Non, pas du tout, j'ai beaucoup de choses à faire. Voilà, et on est dans la violence faite aux femmes. Toujours, tout. Ça n'a pas changé. Oui, parce que qu'on soit à moitié homme, à moitié femme, un quart homme, un quart femme. C'est l'image de la femme. C'est l'image de la femme. La violence qu'on retrouve, c'est à la femme. C'est à la femme qui est dans cette personne. Quelqu'un qui se maquille, tout ça, elle apportera toujours l'image de la femme. Alors, ça c'est biblique, ça c'est très religieux. Il faut creuser un peu plus loin. Et puis surtout, j'ai un livre que j'ai envie de finir qui s'appelle Vie et mort d'un pénis sublimé. D'accord. Ça fait plus d'une dizaine d'années que je réfléchis sur ce livre. Et je réfléchis sur ce livre à partir du moment où j'ai observé la manière comme ma mère lavait mes sœurs, et la manière comme ma mère lavait et chérissait
mes frères hommes. Il y avait, et ça, ces images, elles sont encore ancrées dans mon cerveau. Moi, j'ai des souvenirs que j'avais 8 mois. On dit que c'est impossible, mais c'est possible. J'expliquerai pourquoi. Et puis à partir de ce moment-là, cette mainmise de la mère sur cet enfant mâle, tout puissant, c'est le malheur des autres femmes. C'est peut-être pas extraordinaire ce que je dis, mais je ne dis pas que tous les morts sur les femmes, c'est à cause de leur mère, mais je suis persuadé, après avoir étudié le comportement des mères, des fils à maman, etc., qu'il y a urgence que leur mère change leur manière d'éduquer ces conneries de mal. Merci beaucoup, Claudia. Vraiment, on va arrêter là pour aujourd'hui, mais nous allons converser parce que je sais que tu as des petites choses en écriture. Oh, bah j'ai peut-être beaucoup justement de choses, pour nous parler des mères. Non, j'ai un livre, la volonté, j'ai Vie, mort d'un pénis sublimé, Vie et mort d'un pénis sublimé. J'ai Le banquet des enfants maudits, c'est un livre épouvantable, merveilleusement extraordinaire sur la pédophilie, mais avec une petite vengeance derrière que je réserve aux pédophiles. C'est mon chemin de bataille. J'ai un livre, je pense qu'il va me condamner à mort, c'est Pourquoi Dieu ne peut pas exister. Et ça, c'est purement philosophique, où je vais mélanger un peu la sociologie, l'histoire, la théologie, en passant par Nietzsche, Spinoza, Hobbes, Kant, Hegel, Heidegger, bon, on va pas tout dire, mais en passant, depuis toutes ces années, en lisant tous ces philosophes, pour arriver à Descartes, d'ailleurs, surtout, qui croyait, entre guillemets, un petit peu en Dieu, et puis dernièrement, il y a deux crétins qui ont, du côté de Bolloré, qui ont sorti un livre, La preuve de l'existence de Dieu, excuse-moi si tu es croyante, mais il ne peut pas avoir une existence divine pour la simple raison, c'est que nous sommes nous-mêmes, et que l'homme a eu besoin d'inventer un Dieu à partir du moment qu'il a commencé à avoir peur de la mort. Et justement, ne plus avoir cette peur vous libère de tout. Et ne vous en fait pas attendre le paradis après la mort, alors que le paradis et l'enfer, c'est ici même. Merci Claudia. C'est moi qui vous remercie encore une fois, et puis c'est un plaisir de partager un plaisir, tout ça avec toi. Retrouvons-nous chaque semaine pour une nouvelle rencontre. Il y a de toutes les couleurs. En belle Thibaut, et surtout faites des bêtises. Ouvrez des livres. Bye bye.